D'une part, faire un point sur l'état des travaux que nous avons engagés et sur l'écho que ceux-ci ont reçu aussi bien au sein de la CRPN qu'auprès des institutions européennes. Premier point. Et deuxième volet, organiser notre contribution au plan formel aux travaux de cette Assemblée générale pour que la voix de la Commission des îles soit entendue et prise en compte. Je vais aller à l'essentiel. Pour en avoir parlé avec quelques-unes et quelques-uns d'entre vous, je crois que nous avons conscience d'être à un véritable tournant de la construction européenne de façon générale et un véritable tournant qui pourrait être, si nous n'y portons pas remède, très négatif pour les régions insulaires que nous représentons au sein de cette commission. Je ne reviens pas sur les difficultés structurelles que rencontre l'Union européenne au plan politique, institutionnel, économique, au plan de la vision et du projet. Je n'y reviens pas si ce n'est pour rappeler que cette évolution politique d'ensemble qui conduit à remettre jusqu'à l'affectio societatis d'un certain nombre de pays, sinon dans le principe d'appartenance, en tout cas dans les valeurs, objectifs et principes fondamentaux qui ont constitué l'Union européenne, cette trame d'ensemble dessine une difficulté objective qui est incontestable. Et une difficulté objective qui est incontestable, y compris pour nous qui, insulaires, sommes également des Européens convaincus. Gaëtan Armand, vice-président de la Sicile, me montrait hier un sondage dans lequel 44% des Italiens seulement s'affirmaient favorables à l'appartenance de leur pays à l'Union européenne. C'est dire les difficultés de fond auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est pour le contexte d'ensemble. Pour ce qui nous concerne plus précisément, je dois dire que l'inquiétude est identique. Et je voudrais le dire en termes forts, solennels et mûrement pesés. La Commission des îles travaille. Et elle travaille bien. Peut-être pourrait-elle travailler mieux encore. J'aurai de ce côté-là quelques propositions à vous faire. Nous nous sommes notamment réunis en juillet dernier pour 2 jours de travaux, aussi utiles qu'agréables, 2 jours de travaux au terme desquels nous avons adopté à l'unanimité une résolution solennelle qui, au plan technique et au plan politique, était particulièrement charpentée. Le moment est venu de voir et d'apprécier si nos efforts sont suffisamment pris en considération. Et c'est en cela que je voulais vous faire part de mon inquiétude. Non pas qu'il n'y ait pas des avancées, il y a eu des avancées, grâce à notre travail, grâce à l'écoute de certains organes européens plus que d'autres, je pense notamment au Parlement européen qui est très attentif à ce que les régions insulaires peuvent dire, mais de façon globale, à quelques mois d'une échéance cruciale, je considère pour ma part, mais nous aurons l'occasion d'en parler, que le fait insulaire n'est toujours pas pris en considération de façon satisfaisante par les institutions européennes et par les politiques publiques qu'elles mettent en œuvre. Et je voudrais vous le démontrer autour des 4 piliers de notre réflexion d'aujourd'hui, puisque il y a 4 grands thèmes dans les politiques que nous avons abordés. Le premier, c'est celui de la cohésion. Le deuxième, c'est celui des transports. Le troisième, l'énergie, l'environnement et le climat. Et le quatrième, le tourisme durable. Sur le premier volet, la politique de cohésion de l'Union européenne. C'est une politique qui est un pilier fondateur de l'Union. Cette politique va être, nous le savons, profondément remise en cause, notamment du fait du Brexit. Je vous rappelle que les grands équilibres qui ont été arrêtés
nous sont globalement défavorables, puisque, sans vous abréger de chiffres, je vous rappelle que le budget concernant, par exemple, la coopération territoriale européenne va être revu à la baisse pour passer de 10 milliards d'euros à 8,4 milliards d'euros. Ce ne sont pas seulement des chiffres. De façon globale, la diminution annoncée de l'enveloppe financière de 10% va être répercutée de façon mécanique sur vos budgets régionaux et va conduire à des choix qui vont être des choix politiquement douloureux dans tous les domaines structurants de notre activité. Monsieur le Président. Salut Monsieur le Président de Madère et son chef de cabinet. Monsieur le Président, bonjour. Bienvenue. Merci infiniment et de votre présence et de votre hospitalité. J'ai eu l'occasion de dire que rarement nous avions été accueillis de façon aussi parfaite et je tenais, en notre nom à tous, à vous en remercier très sincèrement. Donc, de façon très concrète, nous qui sommes élus pour défendre nos îles, nos territoires, nos populations, voire nos peuples. Si nous donnons l'impression de nous accommoder sans avoir rien fait pour inverser ou limiter de façon significative les tendances dangereuses, nous serons forcément contestés, querellés et à bon droit. Sur la question de la coopération territoriale, question importante, sur laquelle notamment ma conseillère exécutive, Nanette Maupertuis, que beaucoup d'entre vous connaissent, travaille de façon soutenue au sein du comité des régions. Il y a des aspects positifs et des aspects qui sont plus inquiétants. La coopération transfrontalière, d'abord, 4,4 milliards d'euros. Je vous rappelle que ce volet de la coopération ne concerne plus ou n'est plus prévu pour concerner aujourd'hui que de façon très large la coopération transfrontalière terrestre et que les îles, sauf à être reliées physiquement au continent, risquent d'être exclues des nouveaux dispositifs. Donc là, nous avons un point de vigilance qui est un point de vigilance absolu, et ce d'autant mieux que sur le deuxième volet, la coopération transnationale, qui couvre désormais à la fois la coopération entre pays, et là elle est conservée à l'identique, et la coopération entre les îles, il y a un deuxième aspect qui est inquiétant sur ce deuxième volet, c'est que désormais cette coopération interinsulaire ne pourra plus se faire directement entre les îles. Elle est prévue pour être organisée à l'échelle de grands bassins maritimes, donc principalement continentaux, et si cette évolution n'est pas limitée, elle va priver d'espace un aspect clé de la coopération interrégionale, qui était notre coopération interinsulaire. Nous sommes bien sûr en recherche permanente de partenariats stratégiques avec les régions continentales, mais nous avons aussi besoin impérativement de développer les réseaux et les connexions interinsulaires. Accepter que la coopération territoriale ne concerne plus, ou ne puisse plus concerner une coopération interinsulaire, serait à mon avis un recul significatif. Il y a dans cette coopération territoriale un nouveau volet consacré spécifiquement aux RUP, aux régions ultra-périphériques, à concurrence projetée de 270 millions d'euros. C'est une avancée importante. Je disais qu'il y a des facteurs d'inquiétude, il y a aussi des facteurs de satisfaction. Je suis bien sûr heureux pour les régions périphériques et ultra-périphériques de l'acceptation projetée de ce nouveau volet de la coopération territoriale. Un dernier mot, enfin,
sur le dernier volet, celui de la coopération interrégionale stricto sensu, Interreg, le programme Interreg qui a été, en quelque sorte, historiquement, le premier pilier de la coopération interrégionale. Je vous rappelle que ce volet est le plus affecté de tous les volets, puisqu'il y a une diminution du budget de la coopération interrégionale de 83%, donc une diminution drastique, et que si on accepte cette baisse, ça veut dire que des programmes, je pense par exemple au programme maritime qui avait été, qui est important, hein, Francetta, qui a eu des conséquences extrêmement positives. Cela veut dire que si nous acceptons ce recul sur la coopération interrégionale, à mon avis, nous sommes très en deçà de ce qu'il faut faire. Un dernier mot sur le volet numéro 5, la création de plateformes technologiques interrégionales en matière d'innovation. Alors bien sûr, nous sommes tous favorables à l'innovation. 1 milliard d'euros seront consacrés, mais certaines régions, notamment à travers le réseau Vanguard, sont déjà organisées et ont donc un coup d'avance. Il faudra veiller à ce que cette enveloppe puisse profiter de façon équitable à toutes les régions insulaires, parce que pour toutes nos régions, l'innovation est un facteur décisif. En ce qui concerne donc ce premier pilier, je vous rappelle que nous avions demandé, premièrement, un niveau maximum de flexibilité pour les îles, deuxièmement, un maintien et une augmentation du volume budgétaire, troisièmement, la prise en compte, et je termine ma présentation, la prise en compte formalisée du fait insulaire, si possible dans l'ensemble des politiques publiques de l'Union européenne, ou en tout cas dans les principales politiques publiques. Aujourd'hui, nous avons une prise en compte qui tend à s'affirmer des régions ultrapériphériques, et c'est heureux. Nous les avons soutenues, nous vous soutenons, et nous continuerons à vous soutenir parce que la géographie parle d'évidence, et vous aider de façon spécifique, c'est à la fois respecter l'esprit de l'Union européenne, mais c'est aussi permettre à l'Union européenne d'avancer et d'être présente dans des territoires qui sont souvent au confluent de 2 ou plusieurs continents. Ceci étant acté, nous devons aussi prendre en compte le fait insulaire. Et je voudrais, et je le dis de façon solennelle, que nous mettions la même énergie à défendre les régions ultrapériphériques et les îles, et à faire prendre en compte cette dimension par la CRPN d'abord, par nos États membres ensuite, et par l'Union européenne enfin. Je vous rappelle que nous avons un support juridique à cette demande, que l'article 149 traite des RUP, mais que l'article 174 vise expressément les régions insulaires, également les régions de montagne ou les régions faiblement peuplées. Il se trouve par exemple que pour la Corse, nous cumulons les 3 critères. Nous sommes à la fois une île montagne consacrée par la loi nationale et une région faiblement peuplée, mais il n'empêche que nous avons une base juridique pour obtenir la prise en compte du fait insulaire. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est en tout cas ce que je vous propose de valider, ça doit être un objectif central de notre action. Si nous sortons des négociations qui sont en train de se mener à l'heure actuelle, avec, d'un côté, comme cela est annoncé, la réduction d'ensemble de l'enveloppe budgétaire de la politique de cohésion, avec des volets de politique de cohésion qui amoindrissent ou affaiblissent les dispositifs existants qui ont concouru au maintien à niveau ou au développement des régions insulaires. Si on accepte d'un côté de sortir ou de réduire l'enveloppe budgétaire et de l'autre de rester en l'état de politique publique qui ne prennent pas en compte le fait insulaire, il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre que la prochaine période de programmation sera inéluctablement une période de régression pour nos îles. Alors je sais bien que, et c'est d'ailleurs ce qui nous est souvent opposé par nos interlocuteurs, on nous dit mais il y a derrière le concept d'insularité
une hétérogénéité de situations. Il y a des îles du nord, des îles du sud, des îles de l'ouest. Il y a des îles développées et d'autres qui le sont moins. Il y a des îles qui sont à quelques centaines de kilomètres de leur continent, et il y en a d'autres qui sont à un jet de pierre. Il y en a certaines qui ont quelques milliers d'habitants, et puis d'autres qui en ont 5 millions. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que partout en Europe, et quelles que soient les différences de situation, l'insularité entraîne de façon mécanique et constatée scientifiquement un certain nombre de distorsions, de difficultés structurelles originales que les politiques européennes doivent prendre en compte de façon systématique. Je voudrais citer une fois encore un rapport qui a été commandé par une chambre de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de Corse, et qui a chiffré le coût de l'insularité pour la Corse par an entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Entre 800 millions et 1 milliard d'euros, le différentiel entre des acteurs économiques qui sont sur le continent ou des acteurs économiques ou des ménages qui sont dans l'île de Corse, qui pourtant n'est pas une île périphérique ou ultra-périphérique. Ça, aujourd'hui, c'est sur la table. Et ça doit être entendu par nos États et par les institutions européennes. Et je vous proposerai également que nous transposions cette méthode et que nous cherchions à définir ensemble des critères qui nous permettraient d'objectiver les contraintes que font peser sur tous nos territoires l'insularité. Donc, je vous dis, et je termine sur ce point qui est essentiel. Premièrement, nous devons parler d'une voix forte et nous devons parler ensemble, nous, Commission des îles. Bien sûr, nous ne sommes que 21 sur 150, mais nous sommes 21. Et on ne peut pas ne pas entendre ce que diront ensemble près de 20 millions de citoyens européens insulaires. Et vous les représentez dans cette commission. Donc nous devons parler ensemble. Deuxièmement, nous devons parler ensemble à notre institution de référence, la CRPL. Cette Assemblée générale doit être celle de la mobilisation et de l'engagement collectif à un moment qui est un moment charnière. Et dans cette mobilisation d'ensemble, je vous propose que la Commission des îles affirme avec force la nécessité de faire prendre en compte nos besoins et nos attentes. Le troisième niveau, c'est vis-à-vis de nos États membres. Nos États membres sont souvent pris dans des chantiers ou des dossiers extrêmement complexes et extrêmement importants. Mais nous avons besoin de leur soutien et de leur appui. Dans le cadre des négociations qui sont actuellement menées au sein de l'Union européenne, nous devons demander à nos États de rattachement qui disent clairement, séparément et ensemble, que les îles ont besoin et ont droit, confère l'article 174 du traité de l'Union européenne, que les îles ont besoin et ont droit à un traitement spécifique dans le cadre des politiques publiques européennes. Troisième et dernier niveau, eh bien, le niveau de la discussion à mener avec les institutions de l'UE, le Parlement, bien sûr, mais également la Commission.